Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition du journal en langue française présentée ce soir par Yara Chouch et moi-même, Nermine Normani. Bonsoir. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi quitte la capitale norvégienne Oslo au terme d'une visite officielle de 3 jours. Moustapha Madbouli entame sa tournée d'inspection dans le gouvernorat de Port Saïd. Et l'armée de l'occupation israélienne mène des frappes intensives contre la capitale syrienne Damas et ses alentours. Passons aux détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a quitté aujourd'hui la capitale norvégienne Oslo au terme d'une visite officielle de 3 jours. Le président el-Sisi se rend ensuite en Irlande, la 3e et dernière étape de sa tournée européenne qu'il a déjà amenée au Danemark. Au terme de sa visite en Norvège, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte œuvre pour devenir un centre de l'énergie verte dans la région et tient à soutenir tous les projets mis en place dans ce secteur. Le président Sisi a fait cette déclaration lors de son entretien à Oslo avec le directeur exécutif de la société norvégienne Scatec, le président exécutif du Fonds norvégien de l'investissement dans les pays en développement et le président exécutif de la société norvégienne Yara. L'entretien était centré sur l'ambitieux programme égyptien du développement économique et sur l'intérêt primordial accordé par l'Égypte à l'autonomisation du secteur privé et au soutien de l'afflux en Égypte de davantage d'investissements étrangers. L'entretien a aussi mis l'accent sur le soutien présenté aux sociétés étrangères opérant en Égypte, les perspectives de coopération avec le Fonds norvégien de l'investissement dans les pays en développement et l'expansion des projets des sociétés Scatec et Yara en Égypte ont également fait sujet d'examen. Toujours à Oslo, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le président exécutif de la société norvégienne Empower pour l'investissement dans les énergies renouvelables, avec le président exécutif de la société Golar pour la liquéfaction du gaz naturel, avec le président exécutif de l'agence norvégienne de coopération au développement NORAD, ainsi qu'avec le président exécutif de l'Association d'affaires norvégienne et africaine. Selon le porte-parole de la présidence de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi et les sociétés norvégiennes ont examiné les moyens de renforcer la coopération à l'investissement entre les deux pays. Au cours de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'Égypte classe le secteur des énergies renouvelables à la tête de ses priorités, vu qu'elle possède les capacités nécessaires pour ce secteur. À la suite de la réunion, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la signature d'un contrat entre la société Empower et la société Magd al-Fatim dans la mise en place en Égypte d'un projet de l'énergie solaire à des fins industrielles. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé que l'État est en train de développer la zone industrielle à Port Saïd avant qu'elle soit mise en fonction l'année prochaine. Lors d'une conférence de presse tenue à la fin de sa visite au gouvernorat de Port Saïd, M. Madbouli a ajouté que l'État a décidé d'accélérer le rythme de la mise en place des projets de logement à Port Saïd. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, s'est rendu au gouvernorat de Port Saïd où il a visité les chantiers de nombre de projets industriels, de développement et de services. Selon M. Madbouli, cette visite s'inscrit dans le cadre de ses visites dans les gouvernorats de la République afin d'y suivre le rythme de la mise en place des divers projets industriels. Au cours de sa tournée dans le gouvernorat, M. Madbouli a visité l'expansion de
de fabriquer à Port Saïd, qui se tient avec la participation de 32 sociétés opérant dans la zone industrielle dans le sud de Port Saïd et la zone libre de l'investissement. Le chef du gouvernement a affirmé que l'État soutient constamment le secteur de l'industrie et assure davantage de facilités et de primes afin d'attirer de nouveaux investissements. Le Premier ministre a également souligné que l'État soutient les usines et les entreprises pour ménager plus d'expansion pour répondre à leur futur objectif d'augmenter la production et les exportations et d'explorer de nouveaux marchés. Passons en Syrie où l'armée de l'occupation israélienne a mené des frappes intensives contre la capitale syrienne Damas et ses alentours. Entre-temps, l'aviation israélienne a bombardé des dépôts militaires à Rif Hama, Raqqa et Qamishli. D'autre part, l'agence de presse Reuters a rapporté que selon des sources sécuritaires régionales et syriennes, les forces d'occupation israéliennes ont pénétré au sud de la Syrie, à 20 km de la capitale Damas. Le Kremlin a annoncé que la décision du président syrien Bachar al-Assad de démissionner était une décision personnelle. Dans un communiqué, le Kremlin a confirmé qu'il poursuivra le dialogue avec les pays au Moyen-Orient concernant les 2 bases militaires russes en Syrie. Le Kremlin a expliqué qu'il était temps d'analyser les événements qui se déroulent en Syrie, mais il est difficile de prédire ce qui va se dérouler dans le futur. Entre-temps, le Kremlin a confirmé que la Russie coopère largement avec un certain nombre de pays du Moyen-Orient dans divers domaines et qu'il existe des intérêts communs entre eux. L'Iran a condamné comme une violation flagrante de la Charte des Nations Unies l'incursion de l'armée israélienne dans la zone tampon du Golan syrien, un territoire sous contrôle de l'ONU séparant la Syrie d'Israël et censé être démilitarisé en vertu d'un accord de 1974. Passons au Liban où des sources médiatiques ont annoncé que l'armée de l'occupation israélienne avait mené des opérations de bombardement massives sur des bâtiments et des maisons dans la ville de Rem, dans le sud du pays. En revanche, l'armée de l'occupation a annoncé que 4 de ses soldats ont été tués dans le sud du Liban lors du premier incident du genre depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Il y a 12 jours, ce qui porte à 56 le nombre de soldats israéliens tués dans le sud du Liban depuis qu'Israël a commencé ses opérations terrestres vers la fin de septembre dernier. Trois personnes ont été tuées et au moins 17 autres blessées dans des bombardements russes sur des localités proches de la ligne de front dans l'est et le sud de l'Ukraine. Selon les autorités, 2 personnes sont décédées et 6 autres ont été blessées au cours des dernières 24 heures dans la partie de la région de Donetsk contrôlée par les forces de Kiev. Près de 360 personnes, dont 49 enfants, ont par ailleurs été évacuées de la ligne de front dans cette région. Dans la région méridionale de Kherson, elle aussi partiellement occupée, une personne a été tuée et 11 blessés selon les autorités régionales. Taïwan a affirmé aujourd'hui être face à un déploiement naval massif de la Chine près de ses eaux. Les autorités taïwanaises avaient déjà rapporté la détection de 47 avions et 12 navires militaires chinois près de l'île sur durée de 24 heures allant jusqu'aujourd'hui. Il s'agissait alors d'un plus haut depuis les manœuvres militaires chinoises d'encerclement du territoire en octobre, quand un record de 153 avions avait été repéré proche de Taïwan en une journée. Les derniers déploiements chinois surviennent quelques jours après la fin de la tournée dans le Pacifique du président taïwanais Lee Shin-ti, qui a suscité de vives protestations de la part de Pékin. En réponse, les autorités taïwanaises avaient annoncé engager des manœuvres de préparation au combat et placer leurs
forces armées en état d'alerte élevé après avoir détecté des navires militaires et des gardes-côtes chinois près de l'île. Le mont Canlaon, situé dans le centre des Philippines, est brièvement entré en éruption, entraînant l'évacuation de la population des villages environnants. Les autorités philippines ont indiqué qu'une éruption de 4 minutes s'est produite, lançant une colonne de cendres de 4 km de haut au-dessus du cratère. Les détails. Une éruption de 4 minutes s'est produite dans le mont Canlaon, situé dans le centre des Philippines, lançant une colonne de cendres de 4 km de haut au-dessus du cratère, alors qu'un mélange de cendres ardentes, de gaz et de roches volcaniques dévalait le flanc sud-est du volcan sur plus de 3 km. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont mis en garde contre le risque de nouvelles éruptions explosives du volcan. Le Canlaon, situé sur l'île de Negros, est d'une altitude de 1400 mètres au-dessus du niveau de la mer, et l'un des 24 volcans en activité dans l'archipel. La chef du service de surveillance de l'Institut de volcanologie et de sismologie des Philippines a indiqué que les retombées de cendres du volcan avaient touché plusieurs villes et villages aux alentours sans que des victimes ou dommages ne soient rapportés à ce stade. Elle a cependant mis en garde sur le risque que de fortes pluies n'entraînent des coulées de matière volcanique sur des zones habitées. Rappelons qu'en septembre, des centaines d'habitants de la zone avaient dû évacuer après que le Canlaon avait craché des milliers de tonnes de gaz dangereux en une journée. Le Canlaon est entré en éruption plus de 40 fois depuis 1886 selon le registre des autorités. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé au terme des échanges d'aujourd'hui, affectés par des opérations de vente de la part des investisseurs individuels et des institutions étrangers. Le capitalisme des actions des entreprises affiliées à la bourse atteint 2 254 milliards de livres égyptiennes après des échanges totaux de 181 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a chuté de 1,25% au niveau de 30 617 points et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement reculé de 0,96% et 1,05%. Et dans notre rubrique sport, l'Inter Milan ne part pas favori de son duel aujourd'hui en Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen, l'une des meilleures équipes d'Europe selon l'entraîneur des Nerazzurri, Simone Inzaghi. Le duel entre le champion d'Allemagne en titre, 6e au classement de la phase de Ligue avec 10 points, et le champion d'Italie sortant 2e avec 13 points sur 15 possibles, peut rapprocher son vainqueur d'une qualification directe pour les quarts de finale. Depuis sa lourde défaite à Liverpool, le Bayern a entraîné 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, et a retrouvé de l'ambition, à estimer son entraîneur Xabi Alonso, confronté aux blessures de Victor Boniface et d'Amin Adli. Xabi Alonso va finalement pouvoir compter sur Patrick Schick, qui s'est blessé à un mollet la semaine dernière en Coupe d'Allemagne. De son côté, Inzaghi, dont l'équipe a perdu la finale de la Ligue des Champions 2023 face à Manchester City, sera privé de Denzel Dumfries grippé et de cadre de sa défense, Francesco Acerbi et Benjamin Pavard. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.